Le détroit d'Ormuz n'est pas simplement une voie maritime. C'est la veine jugulaire de l'économie mondiale. Le passage étroit par lequel transite chaque jour environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Et en ce moment, ce passage est devenu l'épicentre de l'une des confrontations géopolitiques les plus lourdes de conséquences du XXe siècle. Ce qui se déroule ici n'est pas une escarmouche. C'est pas un malentendu diplomatique. Et ce n'est certainement pas, comme les médias occidentaux voudraient vous le faire croire, une simple histoire de régime irrationnel et désespéré au bord de l'effondrement. Ce qui se déroule ici, c'est une confrontation structurée, délibérée et extraordinairement révélatrice entre une superpuissance qui a perdu sa clarté stratégique et une nation qui a décidé en pleine conscience et avec détermination qu'elle ne se laisserait pas intimider. Si vous pensez comprendre ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, je vous demanderai de rester avec moi, parce que ce que je vais exposer va fondamentalement remettre en question le récit qu'on vous a servi. Commençons par la question la plus importante, celle que presque aucun grand média occidental n'est prêt à poser honnêtement. Qui est réellement en train de gagner cette confrontation ? Parce que si vous écoutez le président Trump parler depuis le bureau ovale, vous repartiriez avec l'impression suivante. La marine iranienne aurait été réduite à des décombres au fond de la mer, son armée de l'air n'existerait plus, son arsenal de missiles aurait été largement décimé et ses dirigeants seraient acculés, désespérés et prêts à capituler. Ce sont ces mots prononcés avec la confiance d'un homme qui croit sincèrement ce qu'il dit. Et c'est précisément cela, selon moi, qui rend le moment actuel si extraordinairement dangereux. Ce n'est pas qu'un homme puissant mente. Les politiciens mentent, ce n'est pas nouveau. Mais qu'un homme puissant ait intériorisé sa propre propagande à un point tel qu'il fonctionne maintenant avec une compréhension complètement fictive du paysage stratégique. Et sur la fiction, dans le domaine de la guerre et de la géopolitique, produisent des conséquences bien réelles. Il faut comprendre que les Américains sont entrés dans cette confrontation avec une hypothèse précise. L'hypothèse était la suivante: le siège, la pression économique, les sanctions, la guerre psychologique et les frappes militaires de la guerre de 12 jours auraient suffisamment affaibli l'Iran pour qu'une démonstration de force navale, des navires américains dans le golfe Persique, le spectre d'une escalade militaire fasse scier Téhéran. C'était pas seulement un calcul militaire, c'était un test politique et psychologique. Washington voulait déterminer si la République islamique avait été mise à genoux par le poids accumulé de tout ce qui lui avait été lancé. Alors ils ont observé, ils ont positionné leurs moyens, ils ont lancé leurs menaces, puis ils ont attendu que l'Iran flanche. Mais l'Iran n'a pas flanché. L'Iran a regardé la flottille américaine, a regardé les menaces venant de Washington et a déclaré avec un sang-froid complet et une clarté institutionnelle que le détroit d'Ormuz est soit ouvert à tous, y compris aux navires iraniens, soit ouvert à personne. Le cessez-le-feu au Liban doit être mis en œuvre. Le cessez-le-feu à Gaza doit tenir. Ce ne sont pas des demandes, ce sont des conditions. Et jusqu'à ce que ces conditions soient remplies, 5 pays précis ne traverseront pas librement ces eaux. Les autres nations, celles qui ne sont pas en conflit actif avec l'Iran, continuent d'utiliser le détroit sans interruption. Ce n'est pas le comportement d'un État en train de s'effondrer. C'est le comportement d'un État doté d'une doctrine stratégique cohérente et de la confiance nécessaire pour l'imposer. Mais ce qui vient ensuite est encore plus révélateur parce que cela expose non seulement l'échec de la politique américaine, mais aussi l'échec systémique du renseignement américain et de la culture politique américaine à comprendre l'Iran à un niveau significatif. Considérez le langage employé par de hauts responsables américains lorsqu'ils parlent de l'Iran et de ses dirigeants. Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, s'est présenté devant les caméras et a suggéré que les dirigeants iraniens étaient, et je cite l'esprit de ses remarques, fous dans leur tête. On pourrait être tenté de balayer cela comme une posture politique, comme une rhétorique conçue pour un public intérieur mariné depuis des décennies dans une certaine image de l'Iran. Mais je crois que ce serait une interprétation trop généreuse, parce que lorsqu'on examine le schéma des décisions américaines à l'égard de l'Iran, pas seulement au cours des derniers mois, mais sur des décennies, on découvre qu'il ne s'agit pas seulement de rhétorique.
Ces responsables croient ce qu'ils disent. Ils ont consommé leur propre propagande si profondément, si systématiquement, qu'elle est devenue la lentille à travers laquelle ils interprètent chaque information qui leur parvient. Et c'est un échec catastrophique dans leur manière même de comprendre le réel pour n'importe quel gouvernement, à plus forte raison pour le gouvernement de la nation militairement la plus puissante de la planète. Permettez-moi d'expliquer précisément pourquoi cette caractérisation des dirigeants iraniens comme irrationnels, divisés ou incompétents n'est pas seulement inexacte, elle est grotesquement inexacte. Le système de gouvernance iranien, quelles que soient les opinions politiques que l'on peut avoir à son sujet, n'est pas une collection d'extrémistes théologiques agissant par impulsion. Le président de l'Iran est chirurgien cardiaque. Le principal négociateur nucléaire, qui est également président du Parlement, est professeur associé à l'université de Téhéran. Un collègue à moi en fait. Le cabinet est composé très majoritairement d'ingénieurs, de médecins et d'universitaires. Feu le docteur Ali Larijani, qui a été président du Conseil suprême de sécurité nationale avant son martyre, était professeur de philosophie occidentale. Le commandement militaire est composé d'officiers formés dans des académies militaires. Ces officiers comprennent la doctrine, la stratégie et le calcul complexe de la guerre moderne. Lorsque des responsables américains parlent de mots fous, ils révèlent quelque chose de profond à leur propre sujet, pas au sujet de l'Iran. Ils révèlent la profondeur de leur ignorance et la mesure dans laquelle la caricature a remplacé l'analyse dans les plus hauts couloirs du pouvoir américain. Et si cela vous surprend, la suite est encore plus importante parce qu'elle touche directement à la cohérence structurelle de la prise de décision iranienne que Washington insiste à présenter comme fracturée. Marco Rubio et d'autres ont affirmé à plusieurs reprises qu'il existe de profondes divisions au sein de la direction iranienne, que le système se fracture, que différentes factions tirent dans des directions irréconciliables. Mais où se trouve précisément la preuve de cela ? Le Conseil suprême de sécurité nationale, qui est l'organe qui prend les décisions stratégiques les plus importantes de l'Iran, comprend le président du Parlement, le chef du pouvoir judiciaire, le président qui préside le Conseil, un coordonnateur désigné, nommé par accord, entre le guide suprême et le président, de hauts commandants militaires et les ministres concernés, selon la nature du dossier traité. Quelle que soit la décision prise par le Conseil, si elle est ratifiée par le guide suprême, elle devient politique officielle. Voilà le système. Il n'est pas opaque, il n'est pas mystérieux, et il fonctionne. Il n'y a pas de généraux purgés de leur poste. Il n'y a pas de secrétaire à la défense retiré au milieu d'une guerre. Il n'y a pas de hauts responsables qui démissionnent et qui écrivent des lettres aux journaux en disant que la guerre a été motivée par un lobby étranger. Contrairement, pourrait-on noter à ce que nous avons vu à Washington même, où Joe Kent, dans sa lettre de démission, a déclaré explicitement que cette guerre n'avait rien à voir avec les armes nucléaires iraniennes et tout à voir avec les intérêts du lobby sioniste. L'Iran n'a connu aucune de ces ruptures institutionnelles, visibles et documentées. Alors où est exactement la fracture sur laquelle les responsables américains insistent sans cesse ? Elle existe dans leur imagination, nourrie par des décennies de pensées magiques et de mauvais renseignements. Restez avec moi parce que c'est ici que le récit change complètement et que l'écart entre la perception américaine et la réalité stratégique devient non seulement embarrassant, mais réellement alarmant. Parlons de la guerre de 12 jours parce qu'il est impossible de comprendre le moment actuel sans comprendre ce qui s'est passé pendant ce conflit et, plus important encore, ce qui ne s'est pas passé dans ses suites. Lorsque Israël a lancé ses frappes contre l'Iran, la première réaction des médias américains et occidentaux a été triomphaliste. On a déclaré presque immédiatement que l'Iran avait été dévasté, que ses défenses aériennes avaient été brisées, que son programme de missiles avait été repoussé de plusieurs années et que le choc psychologique infligé à l'État iranien serait décisif. Trump lui-même a exigé ce qui revenait à une capitulation sans condition. Et pourtant, l'Iran n'a pas capitulé. L'Iran a répondu. Et lorsque la poussière est retombée après 12 jours, c'est Israël qui avait épuisé sa capacité offensive, pas l'Iran. L'État iranien était intact. Les forces armées iraniennes étaient opérationnelles. La direction politique iranienne était présente, calme et continuait de fonctionner. C'était pas un match nul déguisé en victoire. C'était un véritable échec stratégique pour ceux qui avaient déclenché le conflit,
Un échec d'autant plus significatif que l'arsenal militaire israélien était, selon toute évaluation honnête, presque entièrement d'origine américaine. Mais ensuite, quelque chose d'encore plus révélateur s'est produit. Les États-Unis, après avoir vu leur plus proche allié régional échouer à atteindre ses objectifs en 12 jours, ont décidé d'intervenir directement et pendant 39 jours, la puissance militaire américaine a été déployée contre l'Iran. 39 jours. Et au terme de ces 39 jours, Trump a accepté le plan iranien en 10 points comme cadre de négociation. Soyons absolument clairs sur ce que cela signifie. La force militaire la plus puissante de l'histoire humaine, après 39 jours d'engagement direct, a adopté le cadre proposé par le pays qu'elle combattait comme base pour mettre fin à cette guerre. Dans toute évaluation stratégique honnête, c'est une défaite. Cela peut être habillé dans le langage de la diplomatie, cela peut être obscurci par le brouillard des relations publiques. Mais sur le fond, en termes stratégiques, accepter le cadre de votre adversaire après avoir échoué à briser sa volonté n'est pas une victoire, c'est le contraire. Et pourtant, de façon remarquable, les leçons n'ont pas été absorbées. L'establishment politique et médiatique américain a continué et continue encore d'affirmer que l'Iran s'effondre, que le siège fonctionne, que la population est au bord de la révolte, que les dirigeants sont acculés. J'étais récemment à l'émission de Piers Morgan et j'ai rencontré exactement cette dynamique. La position avancée était que les forces armées iraniennes avaient été détruites, que la capacité stratégique du pays avait été éliminée et que, par conséquent, la situation était essentiellement réglée en faveur des États-Unis. Et j'ai posé une question simple. Si c'est vrai, pourquoi n'avez-vous pas tout simplement pris le contrôle ? Si le détroit d'Ormuz est à vous de commander, si l'armée iranienne est en ruine, si la population est prête à accueillir un changement de gouvernement, alors allez-y, prenez le contrôle. Le silence qui a suivi cette question était plus éloquent que n'importe quelle réponse aurait pu l'être. Et Piers Morgan, à son crédit, a effectivement reconnu que Trump pourrait envisager quelque chose dans ce sens. Une certaine vision de l'Iran comme nouvelle acquisition immobilière stratégique, un autre Israël, une autre base avancée pour la puissance américaine et israélienne dans la région. Mais cela n'arrivera pas. Cela ne peut pas arriver. Et la raison pour laquelle cela ne peut pas arriver n'a rien à voir avec la retenue ou la magnanimité américaine. Cela a tout à voir avec le fait que l'Iran n'a pas été brisé. Mais la situation devient encore plus grave à partir d'ici. Parce que la preuve de la résilience de l'Iran ne vient pas des médias d'État iraniens. Elle vient de l'intérieur de la communauté américaine du renseignement elle-même. Une évaluation confidentielle du renseignement remise à la Maison-Blanche, qui a ensuite fuité et a été rapportée par The Washington Post, a conclu que l'Iran peut tenir des mois face au blocus de Trump dans le détroit d'Ormuz. La même évaluation a conclu que l'Iran conserve un arsenal substantiel de missiles et de drones, contredisant directement les affirmations que Trump avait faites depuis le bureau ovale quelques jours plus tôt. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. Le président des États-Unis se tient dans la pièce la plus symboliquement puissante de la gouvernance américaine et fait des affirmations factuelles sur la situation militaire dans le Golfe Persique que ses propres agences de renseignement ont jugées fausses, et ces agences, apparemment incapables d'accepter la présentation publique erronée de leurs conclusions, ont fait fuiter l'évaluation. Ce n'est pas un simple désaccord bureaucratique mineur. C'est le symptôme d'un profond dysfonctionnement au cœur de la prise de décision stratégique américaine. Un dysfonctionnement dans lequel le récit politique a complètement rompu son lien avec la réalité analytique. Et cela m'amène à ce que je considère comme la dimension la plus dangereuse de la confrontation actuelle. Plus dangereuse, à bien des égards, que le matériel militaire, les déploiements navals ou le siège économique. Le danger est le suivant. Lorsqu'un gouvernement perd sa capacité de percevoir correctement le monde tel qu'il est, lorsqu'il devient tellement captif de sa propre mythologie que les informations contradictoires entrantes sont simplement écartées ou reformulées, ce gouvernement devient réellement imprévisible. Pas imprévisible au sens stratégique calculé, pas le genre d'imprévisibilité qui constitue un outil de négociation délibéré, mais imprévisible au sens
chaotique et irrationnel. Le genre d'imprévisibilité qui produit des décisions que même ses propres conseillers militaires considèrent comme catastrophiques. Des rapports crédibles provenant de plusieurs sources indiquent que les moyens militaires supplémentaires que Trump a positionnés dans la région sont configurés principalement pour des opérations terrestres. Il s'agit de troupes, d'équipements et de munitions. Pas pour des patrouilles navales, pas pour l'interdiction aérienne, pour des opérations terrestres. Si cela est exact, cela suggère que la possibilité d'une invasion terrestre du territoire iranien n'a pas été retirée de la table. Et je veux être très précis ici, je ne dis pas que cela va arriver. Je dis que les conditions qui empêcheraient normalement une telle décision, l'analyse rationnelle des coûts et des bénéfices, le renseignement exact, des objectifs stratégiques cohérents, semblent de plus en plus absentes du processus décisionnel américain. Et cette absence est ce qui rend le moment actuel réellement dangereux sur le plan historique. La météo dans la péninsule arabique deviendra très rapidement un obstacle opérationnel majeur d'ici quelques semaines. Beechlaf in Mai, les températures auront atteint des niveaux qui rendent les opérations militaires soutenues extraordinairement difficiles pour des forces qui ne sont pas acclimatées et qui ne sont pas entraînées pour cet environnement. Il y a aussi la question du sommet prévu entre Trump et les dirigeants chinois, une rencontre qui porte un poids économique et diplomatique énorme et qui serait fondamentalement déstabilisée par l'éclatement d'un conflit militaire de grande ampleur dans le Golfe Persique. Le prix du pétrole grimperait en flèche. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se fractureraient. Les alliés américains du Golfe, des États dont toute l'infrastructure physique dépend de l'électricité, qui deviendrait une cible principale dans toute riposte iranienne, ferait face à des conditions humanitaires catastrophiques. Si l'infrastructure électrique iranienne est ciblée, l'Iran répondra de la même manière dans tout le Golfe. À des températures qui, à ce moment-là, seraient mortelles sans climatisation, les conséquences seraient vertigineuses. Et pourtant, abandonne maintenant directement la question nucléaire, parce qu'elle est la justification officielle de tout, la guerre, le siège, les sanctions, les menaces, et elle est, au sens le plus fondamental, une fabrication. L'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. L'Iran ne développe pas d'armes nucléaires. C'est pas une simple affirmation iranienne. C'est la conclusion des évaluations du renseignement américain répétées de manière constante pendant de nombreuses années. Joe Kent, avant sa démission, l'a dit clairement. L'AIEA, malgré toutes les pressions politiques qu'elle subit, n'a jamais produit de preuves de militarisation. Et pourtant, Trump parle à des publics, y compris à des enfants, de l'Iran qui lanceraient des armes nucléaires à travers le monde et mettrait fin à la civilisation. C'est pas une politique. C'est du théâtre psychologique conçu pour maintenir un climat de peur suffisant afin de justifier des actions qui seraient autrement indéfendables. Ce que l'Iran possède et ne cédera pas, c'est un programme nucléaire civil et le droit souverain d'enrichir de l'uranium sur son propre sol. L'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, quelles que soient ses failles, a démontré qu'un arrangement vérifiable et surveillé était possible. C'est Trump lui-même qui a détruit cet accord lors de son premier mandat, pas l'Iran. L'Iran a respecté ses engagements, les États-Unis l'ont pas fait, et maintenant, Washington arrive à la table des négociations en exigeant non pas un nouvel accord, mais une capitulation totale. Zéro enrichissement, démantèlement de toutes les installations, inspection inconditionnelle, subordination permanente de la souveraineté iranienne à la supervision américaine. C'est pas une position de négociation, c'est une demande de reddition habillée en langage diplomatique. Et la réponse de l'Iran est la même aujourd'hui qu'elle l'a toujours été. Non. Toute l'image géopolitique devient claire. Le moteur de la politique américaine envers l'Iran n'est pas, au fond, la question des armes nucléaires. Il s'agit du refus de l'Iran, depuis 1979, de se subordonner à l'ordre américano-israélien au Moyen-Orient. Le péché fondateur de l'Iran aux yeux de Washington est son soutien à la résistance palestinienne, son insistance sur la souveraineté et sa volonté de projeter cette position dans toute la région. Joe Kent l'a dit ouvertement dans sa démission. Cette guerre concerne le lobby sioniste. Lorsqu'un haut responsable américain écrit cela dans une lettre officielle, cela devrait faire la une partout dans le monde occidental. Au lieu de cela, l'information a été largement enterrée. Alors où cela nous laisse-t-il ? L'Iran n'est pas pressé. Le siège ne brise pas la société iranienne. Personne ne meurt de faim. L'État fonctionne.
Et le renseignement américain lui-même reconnaît que l'Iran peut maintenir sa position pendant des mois. Le temps, dans cette confrontation, joue en faveur de l'Iran. Ce que l'Iran attend, c'est le moment où les conséquences économiques de ce conflit deviendront suffisamment graves pour que les élites américaines commencent à privilégier leur propre intérêt national plutôt que les intérêts du régime israélien. Inflation, hausse des coûts de l'énergie, instabilité des marchés. Ce ne sont pas des abstractions, ce sont des pressions politiques qui s'accumulent et à un moment donné, le calcul change. Une résolution réaliste ressemblerait à ceci. Le siège est levé. Les navires iraniens transitent librement. Un véritable cessez-le-feu tient à Gaza. Les forces israéliennes se retirent du territoire libanais et un cadre est établi qui préserve la souveraineté iranienne tout en assurant la transparence autour de son programme nucléaire. Pas une reddition, pas une capitulation. Un arrangement négocié entre des parties qui ont enfin accepté la réalité de ce dont l'autre est capable. C'est possible, mais cela exige quelque chose qui est actuellement très rare à Washington, une reconnaissance honnête du fait que l'Iran n'a pas été vaincu, qu'il ne s'effondre pas et qu'il ne sera pas brisé. Jusqu'à ce que cette prise de conscience se produise, le détroit d'Ormuz restera exactement ce qu'il est aujourd'hui, embrasé par la tension, et avec des conséquences pour le monde entier suspendues dans la balance. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.